lien particulier aux animaux, quelque chose qui n'a pas toujours été facile à porter. Alors je suis peut-être pas si vieille que ça, mais si on remet ça dans les années 90, le sort des animaux, c'était pas quelque chose dont on se préoccupait beaucoup. Vous allez me dire maintenant non plus, mais en tout cas ça émerge de plus en plus. Et je suis particulièrement heureuse de constater ces changements qui surviennent au fur et à mesure. Donc moi j'ai toujours eu cette sensibilité aux animaux. J'étais pendant une certaine partie de ma vie assistante vétérinaire. Ça m'a amené beaucoup, notamment un recul médical aussi sur toutes les situations qu'on rencontre en communication animale. Donc c'est très intéressant et très complémentaire. J'étais beaucoup aussi dans tout ce qui est associatif pour les animaux, donc que ce soit les refuges, le bénévolat, mais également les associations plus militantes pour les droits des animaux et le changement des statuts de l'animal dans la société. Donc vraiment du bénévolat assez varié, on va dire ça comme ça. Donc la communication animale, moi j'ai été amenée à la découvrir vraiment au départ dans un cadre très très personnel. Je n'avais jamais entendu parler de ça, donc ça c'était en 2016. Et du coup, c'est une amie qui a fait une communication animale pour mes animaux et j'étais très très surprise de ce qui était ressorti. Quand on ne connaît pas, c'est assez surprenant la première fois. Et finalement, ça a été une révélation. Je me suis dit, il faut que je me forme, il faut que je comprenne comment ça fonctionne parce que ça peut amener énormément de choses. Donc j'ai commencé mes premières initiations en communication animale en 2016 en Suisse auprès de Sandra Rohrbach. Donc pour remettre dans le contexte, c'est une personne qui à l'époque faisait de la communication animale depuis déjà presque 20 ans. Donc une des pionnières quand même de ce mouvement-là, on peut dire ça comme ça. Et donc je me suis formée pendant à peu près 3 ans auprès d'elle et en parallèle, j'ai fait des initiations au Reiki ou Shui. On expliquera brièvement tout à l'heure en quoi ça consiste pour finalement compléter les thématiques qui ressortaient en communication animale et me permettre d'aller plus loin dans l'accompagnement. Dernièrement, ça fait maintenant à peu près 2 ans, j'ai été amenée à travailler davantage sur les énergies des lieux, donc les maisons, les appartements, qu'on développera un petit peu plus tard dans la conférence parce que ça a un impact sur les animaux également. Et donc je me suis formée en Bretagne auprès d'un géobiologue pour qui j'ai une pensée aujourd'hui, parce qu'il est trop loin, mais il est un petit peu là aussi. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Et je vais laisser la parole à chacune des filles pour se présenter. Élodie. Alors moi je m'appelle Élodie Taylor et du coup je me suis formée à la communication animale auprès d'Aline en 2021 et 2022 sur 3 niveaux, et en parallèle de ça je me suis également formée en Reiki ou Shui également en 2022 pour compléter un petit peu ma pratique de communication animale et également sur moi parce que tout a commencé par moi aussi. Et puis dernièrement, j'ai été formée par Aline en Reiki animalier et ça m'a permis de bien compléter ma pratique dans la communication animale et de cibler un peu plus les animaux. Voilà. Et en parallèle de ça, je suis bénévole à l'ESPA depuis plusieurs années et puis récemment bénévole à Herminia, donc le centre de soins de faune sauvage en Suisse. Voilà. Moi, c'est Danielle Vipré, je suis communicante animalière et praticienne Reiki et j'ai également été formée auprès d'Aline Duhart. Moi, c'est Sophie Journeau, pareil, j'ai été élève d'Aline, autant en Reiki qu'en communication animale. Et voilà, pareil, depuis toute petite, j'ai vraiment eu des animaux et puis j'avais vraiment le besoin de chercher plus, de connaître, d'apprendre plus sur la communication animale et sur ce que les animaux avaient à transmettre. Donc on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Donc la première partie, ça va être comprendre et accompagner son animal grâce à la communication animale et au Reiki animalier. Alors la première chose, c'est de définir qu'est-ce que la communication animale. Alors moi, ce que je dis toujours dans les stages, les conférences, c'est que ça me fait presque sourire de devoir le définir. Parce que finalement, à la communication animale, tout est dit. C'est parler avec un animal, échanger, communiquer. Mais tout le travail va être déjà pour nous humains de se dire, mais en fait, ce truc-là, est-ce qu'il est possible ?
Et c'est là où on a besoin de venir définir la communication animale, simplement parce qu'on a oublié que cela était possible. Voilà. Donc la communication animale, c'est quoi? C'est un échange intuitif, un échange énergétique. Alors j'utilise le mot télépathique pour qu'on comprenne bien, même si le mot je le trouve finalement peu adapté parce que un peu limité, mais en tout cas c'est un échange énergétique, intuitif, une communication finalement tout simplement entre un humain et un animal. Alors, comment fonctionne la communication animale? Donc, même si on a l'impression qu'il y a quelque chose de magique, alors oui, c'est un peu magique par toutes les choses que ça nous apporte et parce que ça transforme en nous, mais en tout cas, d'un point de vue très technique, ce n'est pas magique, c'est même plus ou moins facilement démontrable. Finalement, notre cerveau d'humain, dans une même journée, il va passer par différents types d'ondes cérébrales, en fonction de ce que vous faites dans votre journée. Si vous êtes à l'état d'activité, à l'état de relaxation, de stress, votre cerveau il va changer, l'onde cérébrale. Les animaux, eux, majoritairement, ils sont sur l'onde alpha. Quelques animaux sont sur l'onde θ, et ils peuvent être sur d'autres ondes similaires à nous, mais on va parler vraiment dans la majorité des cas de cette onde alpha. Cette onde alpha, nous, quand est-ce que nous sommes branchés dessus? Et bien finalement, c'est quand nous sommes à l'état de relaxation ou de méditation. Donc vous tous, autant que vous êtes, dans la journée, vous avez des périodes où vous êtes branchés, votre cerveau est sur cette onde alpha. Quand la méditation est sur cette onde-là? Oui, ou même quand on s'endort, tout simplement. Donc finalement, pour entrer en connexion avec un animal, il faut exercer notre cerveau à se brancher sur cette onde cérébrale-là. C'est comme si c'était une onde qui était naturelle pour nous, mais qu'on n'utilisait pas assez, ou en tout cas que dans des moments précis. Et finalement, au moment de vouloir communiquer avec l'animal, dans notre cerveau, on va lui faire une sorte de gymnastique, en lui disant tu te branches sur cette onde-là, comme ça je peux communiquer avec l'animal. Donc c'est un travail qui est rendu possible par une connexion méditative régulière, c'est un travail sur soi. C'est pas quelque chose qui vient forcément simplement, mais en tout cas c'est quelque chose qui est possible et accessible à tout humain qui se dit j'ai envie de me développer dans cette pratique-là. Ça peut prendre plus ou moins de temps, c'est plus ou moins facile selon ce qu'on a à travailler pour ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui pour moi est accessible à tout le monde si on a envie de se donner la peine d'aller dans ce sens. Donc comment ça se passe au moment d'une communication animale? Et bien tout simplement, c'est comme on est là, on va échanger avec l'animal, on va lui poser des questions. On va écouter ce qu'il a à nous dire, c'est ça aussi qui est intéressant, écouter ce qu'il a à nous dire, et les réponses vont venir sous différentes formes. Alors, les réponses, c'est, comment vous expliquer? La plupart du temps, sont davantage en clairaudience. La clairaudience, c'est quoi? C'est du verbal. Vous avez certainement vu dans le hall du club, on a mis en place un PowerPoint avec des messages transmis tels quels des animaux. Donc, c'est vraiment leurs messages tels qu'ils ont été transmis. Les messages ne viennent pas seulement sous forme verbale, on peut avoir des ressentis émotionnels, des ressentis énergétiques, on a des états d'âme, on a des images, des odeurs, voilà, c'est tout un panel où finalement tous nos sens vont être à disposition de réception de ces informations-là. Tout le travail du communicant, il va être finalement complexe et à la fois très simple, c'est de se mettre dans une position où simplement on accueille ce qui vient et non pas on interprète. Et le gros de la communication animale et du travail de développement de cette pratique, il consiste davantage en ça. Voilà. De finalement être un canal de réception de l'information et non pas une projection, une transformation. Et là, ça prend plus ou moins de temps en fonction des personnes, de ce que nous avons à travailler. Donc, il est possible de communiquer avec les animaux de toute espèce. Alors, l'objectif de cette journée, je pense que vous l'avez compris, c'est de casser vraiment justement les cases que les humains ont besoin de mettre entre les animaux. On les a classés d'animaux domestiques, les animaux de rente, les animaux sauvages, insectes. Et finalement, la communication animale, elle est possible avec tous. Simplement, nous les humains, on se dit, oui, mais c'est pas possible. Oui, d'accord, un chien, un chat, oui, c'est intelligent un chien, un chat. Mais une souris, mais une sauterelle, ça ne doit pas avoir grand-chose à dire.
détrompez-vous. Donc plein de choses à nous dire. Donc finalement, c'est ça aussi, sa communication animale, c'est jusqu'où nous, on est capable de casser ces barrières-là, d'entendre, d'écouter, parce que finalement, vraiment l'objet de ces journées, c'est ça. Ce qui a porté ce projet aujourd'hui, c'était ça. C'est les animaux qui viennent à nous, tout autant qu'on est là, mais pour plein de personnes qui font la communication animale, et un petit coucou à tous mes élèves, dont certains sont par ici, et ces animaux viennent à nous, et finalement on se rend compte que pour le coup, cette fois c'est magique. Ils ont des choses très belles à nous dire, et on se dit on ne peut pas garder ça pour nous, tout simplement. On peut communiquer avec les animaux vivants ou décédés. Alors ça reste à la sensibilité de chacun. On va dire que les communicants vont dire des choses différentes. Ça dépend surtout de si le communicant va travailler et vérifier ce qu'on appelle le passage d'âme. Donc on va pas vraiment tout développer aujourd'hui, mais en gros, pour simplifier, après le décès, l'âme animale et humaine d'ailleurs passe par différents changements énergétiques. Et pendant ces changements énergétiques-là, la communication animale n'est pas forcément la plus facile. On va expliquer ça comme ça. L'animal, il a des choses à faire, il n'est pas vraiment dispo, donc on va laisser un laps de temps. À titre personnel, j'aime laisser au moins 10 jours, mais c'est mon ressenti. Il y a des personnes qui vont vous dire on va laisser au moins 2 mois ou 6 mois, le temps que l'âme, elle fasse entre guillemets ce qu'elle a à faire après le décès. Moi, je trouve, mais vraiment c'est juste mon avis, mon expérience, qu'au bout de 10 jours, si un animal n'est pas monté dans la lumière, c'est qu'il y a un blocage quelque part, et de ce fait, une séance peut lui permettre d'être accompagné peut-être plus vite que si on attend 6 mois. L'idée, c'est ça. Mais il y a des personnes qui vont vous dire, on attend 2 mois, par exemple, parce qu'au final, elles vont se dire, plus on va laisser le temps, plus il y a de chances que l'animal fasse son trajet seul. Parce qu'elles vont peut-être pas travailler le passage d'âme. Moi, si je fais une séance dans ce cadre-là, je me rends compte que l'animal est bloqué, je ne vais pas attendre qu'il forcément se débloque seul. Il peut y arriver comme il ne peut pas du tout y arriver. Donc on va travailler au niveau du passage d'âme, et après on fait la communication animale. Donc en fait, ça dépend vraiment de si la personne travaille par rapport à ça. C'est plutôt une question vers la fin, si ça fait plutôt 10 ans ou 5 ans. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de délai finalement après le décès. Moi, j'ai fait une communication avec un chat qui était décédé depuis, c'était très précis, 33 ans. J'avais même pas 30 ans quand je l'ai fait. Voilà, donc c'est pour dire un petit peu à quel point ça peut être... finalement, c'est pas ça qui compte. Ce qui va compter, c'est déjà que la personne soit prête. Est-ce qu'elle a envie? Est-ce qu'elle est prête? Et ce qui peut être intéressant, mais on expliquera un petit peu plus tout à l'heure, c'est si le deuil n'est pas terminé de cet animal-là, s'il y a des choses encore en questionnement, en souffrance, et finalement, même si ça fait 10 ans que l'animal est parti, une communication peut permettre de comprendre l'origine des blocages. Et il y a des animaux qui sont partis très récemment, peut-être, et pour lesquels on ne ressent pas le besoin de le faire. Donc finalement, ça dépend de chaque histoire. Moi, j'ai une chose à dire éventuellement. En fait, vous voyez, quand on est végétarien, c'est qu'on a compris que les animaux viennent de notre vie, il ne faut pas les laisser tomber comme ça. Et aussi, ma maman a raison. On ne sait pas d'où viennent ces phrases de j'aime la viande, on veut en manger. Merci Yaya. Oui. Imaginons, ça fait longtemps que notre chat est décédé, s'il se réincarne, est-ce qu'on a quand même la possibilité de... Oui, parce qu'en fait, chaque vie, c'est comme si énergétiquement, il y avait une trace de chaque vie qui a été vécue. Et quand on va se connecter, même s'il y a eu des réincarnations depuis, on se connecte à ce livre-là. Moi, j'aime bien parler de livre, parce que c'est un peu une histoire, finalement, et on se connecte à ce point-là, finalement. Donc, heureusement, c'est possible. Mais du coup, c'est enfin, il y a quand même l'âme de chat. Oui. Enfin, je dis chat. Oui. Il y a quand même l'âme du chat.
Je suis désolée, j'ai fait une petite erreur. C'est Yael qui m'a troublée. Parler des animaux décédés entre-temps. Voilà, partir en autre chose. Donc, la communication animale permet beaucoup de choses. En fait, c'est un petit peu l'objectif de vous parler de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de limites à ce que permet la communication animale. Elle permet la connaissance, l'assurance du bien-être global de l'animal dans sa vie quotidienne, son environnement, sa relation avec son humain et ses congénères, la réception de messages spontanés de l'animal sur de nombreuses thématiques, la compréhension de la mission de vie de l'animal. On ne va pas développer parce que ce serait le sujet d'une conférence entière, mais les animaux ont des missions de vie. Le changement du regard porté sur l'animal et l'approfondissement de la relation. On va expliquer un petit peu vraiment des cas précis dans lesquels vous, en tant que gardien d'animaux, on ne parle pas de maître ou de propriétaire parce qu'il y a une notion de supériorité et c'est justement ce qu'on veut casser à travers la communication animale. On va parler justement des possibilités d'accompagnement à travers la communication animale. La première chose, c'est une préparation émotionnelle à un changement ou un événement. La naissance d'un enfant, la séparation du couple humain, un départ en vacances, l'arrivée d'un congénère, un changement de lieu de vie, sont autant de situations qu'il est possible d'accompagner. Moi, je peux redire quelque chose. Vous savez, moi, ça fait au moins depuis 1 an que je stoppe tout le monde en disant qu'en fait, c'est un peu bête de manger de la viande et ma maman avait passé au moins 8 ans à dire à tout le monde de ne pas trop manger de viande. Et nous, on aimerait tout le temps continuer et il faudrait faire une équipe. Voilà, on a un petit militant dans la famille. Donc la communication animale permet de comprendre l'animal qui présente ou développe un problème de comportement. Donc les problèmes de comportement, il y a une multitude de causes possibles. Au-delà de nos projections humaines, la communication animale permet de connaître et comprendre le ressenti de chaque animal en reconnaissant les besoins spécifiques liés à son individualité et non seulement à son espèce. Le gros problème, notre gros problème en tant qu'humain, c'est qu'on va se dire, un chien fait ça, ça veut dire qu'il a ce problème-là. Un chat fait ça, donc... Mais c'est comme si vous disiez, un humain pleure, ça veut dire qu'il est triste à cause de ça. Je simplifie, mais l'idée c'est un peu ça. L'avantage de la communication animale, c'est que c'est votre animal qui va dire « je vis ça, émotionnellement je me ressens comme ça, énergétiquement je me sens comme ça, voilà ce qui me pose problème ». Et du coup, on a une multitude de causes possibles qui sont plus ou moins importantes, qui sont importantes selon la sensibilité de l'animal, selon son individualité. Et à partir de là, finalement, on a une séance sur mesure. Donc on a des choses qui vont être finalement très concrètes, très matérielles. Ça peut être un chat qui a besoin d'avoir un accès extérieur et le fait d'être enfermé lui pose vraiment souci, par exemple. Ça peut être des choses qui nous embêtent un petit peu plus en tant qu'humains. C'est toutes les choses qui nous concernent nous. C'est-à-dire que notre animal vient nous faire miroir à des blessures, à des fonctionnements qui sont les nôtres et qui sont en tout cas problématiques. Je vais donner un exemple. Vous êtes quelqu'un d'hyper réservé au point que ça vous mette des limites dans votre vie. Il est possible que vous ayez à un moment donné un chien, un chat qui arrive dans votre vie, qui développe des soucis comportements pour vous faire travailler sur ce problème-là. C'est un exemple. Donc là, on est confronté en tant que communicant animalier à l'humain. Et il y a des humains merveilleux qui entendent ces choses-là. Puis il y a des personnes pour qui c'est peut-être trop tôt. Donc voilà, on est aussi finalement dans l'accompagnement de l'humain. On a des autres soucis de comportement qui peuvent être liés vraiment aux énergies des lieux dont Elodie nous parlera tout à l'heure. Mais c'est vraiment pour vous montrer que finalement, un problème de comportement, c'est l'expression de quelque chose qui ne va pas. Alors que ce soit pour l'animal ou pour l'humain, finalement. Une fois, vous faites une communication animale avec un chien qui semble extrêmement en souffrance de par ses comportements physiques, et quand on se connecte à lui, c'est « non mais moi ça va ».
Par contre, mon humain, il a ce problème, il va falloir qu'il règle ça. Et tant que ça, c'est pas réglé, moi, j'arrête pas. Voilà. Concrètement, c'est un petit peu notre quotidien. Hein. Par rapport à ça, est-ce que tu as le droit de l'obliger? Tu as le droit de lui dire non, il faut que tu arrêtes. Et bien ça pose la question du libre arbitre. Et ça, c'est souvent quand on me dit, est-ce que éventuellement tu ne peux pas lui dire que voilà, oui, j'ai compris, mais qu'il arrête et puis que moi je travaille de mon côté? Et bien là, on vient sur d'autres questions. C'est pourquoi est-ce qu'on a signé dans cette vie-là? Et je vais vous donner un exemple. On a des animaux, des chiens, très souvent les chiens, ce qu'on appelle les animaux guides, qui viennent pour finalement remettre la personne sur les rails de ce qu'elle avait convenu en venant sur Terre, du bon chemin qui est pour elle, le plus souhaitable. Et ces animaux-là, ils vont avoir très peu de limites. Et ils vont se dire, tant qu'elle est pas mise sur les rails, toutes les méthodes sont bonnes. Et du coup, pourquoi on a cet animal-là? Parce que peut-être à un moment donné, au niveau de notre âme, on a dit, dans cette vie-là, j'aimerais bien avancer. Mais comme nous, humains, parfois, on s'oublie un petit peu dans le fait d'avancer, on a besoin qu'il y ait quelqu'un, un animal, un humain qui vienne nous rappeler pourquoi on est là. Et ces animaux-là, finalement, sont là pour ça. Donc ce n'est pas toujours une punition d'avoir un chien qui détruise tout dans votre maison. C'est peut-être une bénédiction, mais encore faut-il l'entendre et comprendre ce que ça veut dire. Et c'est tout un chemin. Je ne suis pas en train de dire que c'est simple, bien au contraire, mais en tout cas, si déjà on ouvre ce possible, on est déjà dans la bonne direction. On peut soutenir l'animal malade ou en convalescence. Alors, la communication animale, le Reiki, ne remplace jamais la médecine vétérinaire. Par contre, c'est extrêmement complémentaire et ça permet une prise en charge globale sur les plans physiques, émotionnels et énergétiques. Nous pouvons ainsi connaître le degré de douleur, les ressentis physiques, les souhaits, les besoins particuliers ou l'état émotionnel de l'animal souffrant. La communication animale peut permettre la compréhension de blocages humains. Elle va passer par un état de transformation énergétique. Donc on a notre plan physique, notre plan d'être vivant, on a le plan de lumière, mettez le mot que vous voulez selon vos croyances, le paradis, certains appelleront ça comme ça, et au milieu on a finalement des plans vibratoires intermédiaires. Si tout va bien, l'animal, l'humain, hop, il monte là-haut, tout se passe bien, tout est réglé, on va dire pour lui. Mais par contre, si certains blocages émotionnels, énergétiques liés à l'animal ou à l'humain sont là, finalement l'animal il va rester sur ces plans intermédiaires. Qu'est-ce qui se passe sur ces plans intermédiaires? S'il y reste, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Le blocage, il peut être de différentes origines. Ça peut être finalement un animal qui se dit « mais pourquoi j'ai dû mourir à cet instant-là alors que j'avais encore plein de choses à faire auprès de mon humain ?» Donc il va rester dans ce questionnement. Ça peut être mon humain ne va pas réussir à continuer sans moi, il y a trop de tristesse, j'ai été un pilier de vie, il faut que je reste là. Je m'interdis de monter, je m'interdis de me réincarner, de guérir, par exemple. Tout ce que je vous dis là, c'est valable pour les humains aussi. En fait, ça va être des blocages, des choses qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas conscientisées, qui vont faire que l'animal reste sur cette vibration. Le problème, c'est que cette vibration-là, quand on s'y connecte pour une communication animale, on va avoir quoi? On va avoir un animal qui ressasse ce blocage. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Si vous avez un animal qui est décédé, par exemple, un accident de la route, d'une euthanasie qui, de votre point de vue, c'est peut-être pas passé de manière idéale, un animal qu'il a fallu faire plusieurs injections, par exemple. Je ne dis pas que c'est le cas de tous, attention, je ne dis pas que c'est le cas de tous. Mais on a des situations comme ça où il y a eu un moment donné, même si c'était très bref, peut-être un stress, une incompréhension, une peur, peu importe. C'est ce qui a créé ce blocage. Et quand on s'y connecte, l'animal, il va ressasser ça en boucle. Donc, votre chien, votre chat, que vous avez vu peut-être souffrir au moment du départ, on fait une communication animale avec cet animal qui n'est pas monté, l'animal, il va ressasser ce truc-là. Ça a été une catastrophe. J'ai souffert, et j'ai eu peur, et j'ai eu ci, et j'ai eu ça. Est-ce que c'est le but d'une communication animale? Alors, vous allez me dire, le but d'une communication animale, c'est de transmettre ce qui est juste. Et je suis complètement d'accord. Le but, c'est de transmettre ce qui est juste. Mais le but aussi, c'est d'aider l'animal. Donc moi, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vérifie que cet animal, il est bien en paix. S'il est bloqué sur cette période-là, on va l'accompagner pour que lui-même digère sa fin de vie, même si elle a été difficile, pour qu'il l'intègre au niveau énergétique
de manière à ce qu'il puisse s'élever plus haut, qu'il ait une compréhension au niveau de son âme de pourquoi les choses se sont passées ainsi. Parce que, même si c'est peut-être dur de l'entendre, même les morts les plus difficiles ont une raison du pourquoi ça s'est passé ainsi. Et le but, c'est d'aider l'animal à conscientiser ça, à le guérir, pour qu'il puisse trouver la paix. Moi, j'ai eu des personnes qui ont fait des communications avec des personnes qui ne font pas ce travail-là et qui n'ont pas su reconnaître que l'animal n'était pas monté. C'est catastrophique. Imaginez bien, ça fait 5 ans que vous ressassez une relation avec un de vos animaux qui est disparu et vous vous dites, il faut que je franchisse le pas, il faut que je le franchisse, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, vous n'êtes pas bien que ça. Vous demandez une communication avec quelqu'un qui vous dit, ah mais votre animal il a été à l'agonie. Eh ben, vous allez rester toute votre vie avec ce truc-là. Moi, je ne suis pas en train de dire que je ne le dis pas, je suis en train de dire que, ok, ça a été vécu, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois encore, ces thématiques-là, elles sont importantes pour votre animal, parce qu'il continue finalement sa vie, on peut mettre ce mot-là, mais il continue sa vie après. Il continue ses vies, même, je dirais, et vous aussi, avec tout l'impact que ça peut avoir derrière. Donc, voilà, je fais une petite aparté, mais c'est la raison pour laquelle sur les stages notamment, il y a des constructions de stages avec des paliers différents, et ces choses-là, on ne les apprend qu'à la fin. Voilà, je pense que les filles pourront en témoigner. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. J'ai une question. J'ai pas très bien compris si l'animal décédé est bloqué par rapport à son ressenti ou si, enfin ça oui, j'ai pas compris, mais est-ce qu'il peut aussi être bloqué par rapport au ressenti de son humain? Oui. Il y a plein de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Ouais. Et comment ça se fait que, nous aussi, mais les animaux, c'est, comme vous avez dit, ceux qui nous accompagnent dans le premier, du coup ils savent de où à où, etc. Mais que parfois ils peuvent mourir avant. Comment ça se fait? Parce que il y a la partie incarnée et la partie concrète, comme moi, et il y a l'âme, et on est bien placé en tant qu'humain pour se rendre compte que nous-mêmes, parfois, on est déconnecté de notre âme, de ce qu'elle est venue faire ici, du pourquoi elle vit ses épreuves. Surtout les épreuves, on dit pourquoi je vis ça, finalement. Et l'animal, c'est pareil. Il y a des animaux qui vont être complètement conscients de leur parcours, même s'il est très dur, même s'ils ont une fin de vie difficile, même s'il y a de la maladie. Et il y en a d'autres pour qui il y a un détachement. Il y a quelque chose, il y a moins de connexion entre le matériel et le spirituel. Je vais laisser la parole à Sophie pour partager son expérience sur la fin de vie. On s'adresse en même temps, parce que pour moi c'est le premier actuellement. Donc je pense que je vais plus lire et puis voilà, je regarder un peu, mais je ne vais pas vous fixer tout le monde, moi je vais m'expliquer aussi bien que. Moi je voulais parler du coup du thème de la mort de nos compagnons, parce que voilà, pour moi en tant qu'humain, voilà, c'est un sujet qui est sensible pour beaucoup. Mais voilà, par contre, avec la communication animale, du coup, ça peut être facilité et ça, moi, je sais que ça a un réel bénéfice pour moi. Pour moi, voilà, c'est toujours difficile de les perdre, on ressent l'absence, le manque, on se sent séparé d'eux, ils nous manquent. Par contre, pour les animaux, la notion de la mort, pour eux, c'est beaucoup plus léger. Les perçus comme une étape de la vie au même titre que la naissance, c'est d'ailleurs ce que m'a donné en communication animale mon chien Kabuto. Voilà, pour eux, il n'y a pas de notion de perte de lien, parce qu'en fait, ils sont toujours avec nous. Mais voilà, ils peuvent nous suivre encore dans l'énergétique s'ils le souhaitent. Et c'est vrai que du coup, là, pour nous, c'est un soutien, même si on ne sent pas forcément. Voilà, ils peuvent rester quand même avec nous. Par rapport à leur départ, ils savent souvent à l'avance quand sera venu le dernier moment pour eux et ils peuvent choisir une période où c'est plus facile pour nous ou alors où on n'est plus disponible énergétiquement ou émotionnellement pour y faire face au mieux. Ils peuvent nous préparer aussi à leur départ quand ils sentent que voilà, ce sera trop dur pour nous sinon. Le mien, il va préparer 2 ans à l'avance, je crois. Comme ça. Et voilà, moi je le voyais vraiment pour moi, enfin oui,
fallait qu'il arrive à me préparer avant, parce que pour moi, vraiment, c'était mon premier chien vraiment à moi, pour moi, il était mortel. Je me suis toute ma vie. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, il a besoin de me préparer pour que voilà, moi, ce soit aussi plus facile à faire. Après, par rapport aux deux exemples que j'ai à vous transmettre, j'ai eu ma première chienne quand j'étais petite. Elle m'avait entendu que je rentre de l'école en fait pour partir dans mes bras. Et lorsque j'ai pu parler en communication animale, donc 20 ans après, elle m'a expliqué pourquoi, voilà, j'étais sa gardienne, pourquoi du coup elle m'avait entendu, la mission qu'elle avait auprès de moi. Et du coup, pendant toute la communication animale, en fait, je sentais que j'avais envie de pleurer parce que le côté humain, voilà, elle me montait tout ça, donc j'avais envie de pleurer. Et en fait, ça restait là dans la gorge, mais j'ai jamais pu pleurer. En fait, elle m'empêche de pleurer parce que, en gros, elle m'expliquait, voilà, c'est pas triste, il faut pas que tu pleures, on profite de l'échange qu'on a. Et voilà, faut pas avoir le côté vraiment. Mais par contre, ça amène forcément son lot de complications. Après, selon les degrés, si vraiment il y a des blocages très conséquents, effectivement, la réincarnation est peut-être pas possible. Parce qu'en fait, le corps n'aurait pas assez d'énergie en soi. Comme si l'énergie était éparpillée. Je ne sais pas si c'est plus clair. Voilà. Comment on peut savoir si notre animal, si on en a fait deux, et que ça bien passé, si lui, il a eu un blocage, est-ce qu'il peut le ressentir, avoir des rêves, et l'aider sans forcément, parce que je ne sais pas. Ouais. Là, il faudrait faire une conférence entière sur ce sujet-là. Mais alors, je dirais que pour simplifier, si vous avez déjà des animaux, ou des années après, des mois après, vous en parlez, il y a quelque chose qui est sensible, vous avez envie de pleurer, c'est que potentiellement, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Ça ne veut pas dire forcément de son côté à lui, c'est une possibilité, mais peut-être aussi de votre côté à vous. Donc, dans tous les cas, ça peut être intéressant de faire une communication animale pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi, après tout ce temps, le deuil n'est pas fait. Ça, c'est une possibilité. Après, il y a des animaux qui vont se manifester dans des rêves, à travers des signes, mais parfois c'est aussi parce qu'ils sont dans la lumière et qu'ils nous font un coucou. Donc ça dépend de comment les signes apparaissent. Si c'est un rêve positif, apaisant, on peut se douter que l'animal va bien. Si par contre c'est très régulier, qu'il y a comme une forme de sollicitation, là pour moi il faut se poser des questions. Après, on peut faire un certain rituel d'accompagnement pour notre animal. Alors, je vais aller très brièvement parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, mais en gros, si votre animal est sur le moment de partir, vous pouvez lui écrire une lettre où vous déposez tout ce que vous avez besoin, les remerciements, l'amour. Vous terminez votre lettre en lui souhaitant le meilleur, en vous souhaitant le meilleur. Vous relisez cette lettre à voix haute, vous la brûlez. Et pendant que vous faites ce travail-là, vous allumez une petite bougie, avec vraiment l'intention qu'il y a des choses qui se nettoient. La bougie, vous la consacrez que pour ça et vous la jetez après. Ça peut être déjà un premier travail qu'on peut faire assez facilement, que même les enfants peuvent faire, puisqu'on peut le faire même par un dessin finalement. Ça peut être fait en famille, c'est un peu un temps finalement pour honorer l'animal et ça aide déjà beaucoup de choses. Vous pouvez le faire même si l'animal est décédé depuis longtemps et voir déjà ce qui peut se passer par rapport à ça. On va passer sur la deuxième partie et je vais laisser la parole à Élodie. Alors moi j'ai choisi de vous parler de l'impact énergétique des lieux sur les animaux et les humains parce que du coup nous aussi on est impacté par l'énergie des lieux parce qu'en fait c'est un thème récurrent de ces derniers mois dans mes communications avec les animaux. Et du coup j'ai pris vraiment conscience de plein de choses au fil de ces derniers mois. Et notamment de l'impact négatif pour le coup, parce qu'il peut aussi être positif, mais là ce qui nous intéresse c'est vraiment l'impact négatif des lieux sur les animaux et les humains. Je commencerai déjà ma partie en citant la phrase d'un célèbre Antoine, donc Antoine de Lavoisier, qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et pour moi c'est justement la base de ce thème. Alors de manière très naturelle, on fait tout son ménage chez soi, on range, on trie, on dépoussière, mais en fait au niveau énergétique, c'est souvent une autre histoire. On peut avoir un lieu de vie très propre au niveau physique et matériel,
et au niveau énergétique, complètement sale et on n'en a pas forcément conscience. Sauf que les animaux, ils ont souvent une sensibilité plus forte que la nôtre et eux, ils le ressentent. Et du coup, en communication animale, moi, c'était vraiment les messages qui ressortaient ces derniers mots. Donc là, j'invite tout le monde à vraiment prendre conscience de l'importance des énergies qu'on a dans nos lieux de vie, alors que ce soit au niveau personnel, mais aussi dans nos lieux de travail, les lieux collectifs qu'on peut partager avec d'autres. Donc dans un premier temps, je vais déjà différencier les impacts énergétiques qui peuvent nous impacter. Donc on a en premier les larves énergétiques. Alors ça, ce sont vraiment des parasites énergétiques. Donc ça peut être des pensées, des intentions, des émotions négatives. Et ça peut être aussi des paroles péjoratives. Tout ce qui est critique, des phrases qui utilisent beaucoup la négation, des moqueries, des sarcasmes, de la dévalorisation aussi. Donc tout ça, en fait, c'est des parasites énergétiques qui viennent encrasser les corps énergétiques des êtres. Et ensuite, on a les formes pensées. Donc ça, en fait, c'est une accumulation de larves énergétiques. En fait, c'est des larves énergétiques qui prennent un peu plus d'ampleur. C'est comme un nuage de larves, en fait, qui grossit. Et il y a un effet aussi de ressassement. Donc c'est tout ce qui est pensée limitante, fausses croyances, etc. Et du coup, moi, j'ai l'exemple d'une communication avec des chiens de la SPA donc, qui m'ont transmis plusieurs fois en communication qu'ils ressentaient les paroles dévalorisantes des humains à leur égard. Donc, ils m'ont très bien expliqué qu'ils comprenaient les mots qui étaient employés à leur égard, toute l'intention qu'il y avait derrière, les moqueries, etc. Et en fait, ils m'expliquaient que ces paroles-là, ça avait vraiment un impact sur l'estime d'eux-mêmes et sur leur confiance en eux. Et en fait, j'ai trouvé ça dommage parce que la SPA est quand même un lieu censé les aider et parfois, il y a des paroles qui peuvent paraître anodines aux humains, mais qui ont un effet vraiment dévastateur pour les animaux. En autre impact, on a aussi les égrégores négatifs. Donc ça, c'est une forme pensée qui prend encore plus d'ampleur. Donc c'est l'accumulation de formes pensées, en fait, et l'accumulation d'une énergie négative qui est ressassée par un grand nombre d'individus. Par exemple, on a la peur viscérale des araignées ou des serpents, alors que soi-même, on n'a pas été attaqué par un serpent de manière concrète, et pourtant la peur, elle est là, quoi. Mais elle n'a pas de fondement concret qui pourrait l'expliquer. Donc ça, c'est un égrégore négatif. Et par contre, il y a aussi quelque chose de positif, c'est qu'il y a des égrégores positifs, et comme par exemple la journée de ce 15 août, où on est plusieurs personnes à se rassembler pour une même cause et pour faire avancer les choses. Donc ça, c'est un égrégore positif. Donc les deux sont possibles et à nous d'être vigilants sur ce qu'on nourrit en fait. Alors on a aussi les amérantes. Donc ça, ce sont des êtres désincarnés qui n'ont pas trouvé la paix, comme l'expliquait Aline, et qui restent attachés à la matérialité terrestre. Donc ça peut être dû à plusieurs causes, donc des émotions négatives non digérées, une mort soudaine ou brutale, une sensation d'inachevé sur Terre, un deuil difficile justement pour les proches qui retient une partie de cette âme. Et comme ces âmes n'appartiennent plus à la Terre, en fait, elles ont besoin d'une source d'énergie vivante pour les aider à subsister. Donc en fait, ces âmes parasitent entre guillemets les vivants. Donc d'où l'importance du passage d'âme. Et donc nous avons aussi comme impact les mémoires des murs et les mémoires des sols. Donc ça, ce sont des empreintes énergétiques d'événements passés sur un lieu et qui restent ancrées dans les murs et ou dans les sols. Et en fait, elles ont la particularité d'émettre des fréquences vibratoires des énergies qu'elles ont absorbées. Donc à la manière d'une éponge qui va absorber l'eau, les murs d'une maison vont par exemple absorber les mémoires de conflits d'un couple par exemple. Et même si le couple part et qu'un autre arrive, il est possible que du coup il y ait des tensions qui se créent dans un couple qui allait très bien. Tout ça parce que le lieu en fait rejaillit toutes ces énergies qu'il a accumulées.
Et justement, j'ai un exemple très concret d'un chat de la SPA, enfin de la maison des chats du coup. Donc je vais le citer parce qu'il m'a donné son accord et son consentement. Donc c'est Moussi à la maison des chats qui m'expliquait qu'il avait une bonne condition physique. Donc de prime abord, à l'œil nu, il était en bonne santé. Par contre, il avait vécu tellement de séquelles de son ancienne vie, donc avant d'arriver à la maison des chats, qu'au niveau émotionnel et psychique, il allait très mal. Alors il m'a clairement dit « je suis mort à l'intérieur ». Et en fait, les énergies de la maison des chats venaient résonner avec ses souffrances. Donc en fait, ça amplifiait encore plus sa douleur et du coup, ça devenait pour lui complètement intolérable. Donc c'est là que j'ai commencé à comprendre que du coup, un lieu qui est censé, pareil, aider les animaux à repartir sur de nouvelles bases et démarrer une nouvelle vie, pouvait au contraire les tirer vers le bas. Et en dernier lieu, donc le dernier impact, on a le bas astral. Alors ça, c'est un plan de conscience très bas, où stagnent des énergies et des âmes les plus en souffrance. Voilà. En deuxième partie, je voudrais aborder la manière dont ces énergies nous impactent. Alors déjà, il faut vraiment rappeler que tous les êtres vivants sont sensibles aux énergies, qu'on en ait conscience ou pas. Donc autant les animaux que les êtres humains, mais je dirais même les plantes et les minéraux aussi, parce qu'il n'y a pas de limite. Et du coup, ils nous impactent alors déjà par notre émotionnel. Il n'y a qu'à voir quand on est plus fatigué ou déprimé ou comment dire, dans une énergie de tristesse, et ben on se sent vite happé par le bas. Et on a tendance à être du coup moins protégé par toutes les énergies négatives qui pourraient nous entourer. Et en fait, cet émotionnel-là, c'est vraiment une porte d'entrée pour toutes les énergies basses. Donc si on est dans un contexte de tristesse ou de colère, par exemple, si on va dans un lieu où il y a des mémoires très négatives, forcément, on va être d'autant plus impacté par ces énergies-là. Et il y a aussi donc, nos failles énergétiques, nos traumatismes, nos blessures qui font écho aux mémoires des lieux. Donc ces failles-là, alors ça peut être nos blessures d'enfance, ça peut être des chocs émotionnels qu'on aurait vécus, des blessures transgénérationnelles ou des blessures karmiques. Donc autant dire qu'il y a plein de possibilités. Et par rapport aux animaux, du coup, il y a des animaux qui sont plus impactés par les énergies que d'autres. Donc ça va être des animaux dont la mission de vie va être tournée vers l'humain. Donc on aura les animaux éponges ou animaux guérisseurs. Donc c'est des animaux qui vont vraiment travailler sur les énergies humaines. Et on a aussi des animaux pour des missions de vie un petit peu plus larges, donc notamment envers les lieux. On aura les animaux guides ou les passeurs d'âme, justement, qui vont essayer de nettoyer au maximum toutes les énergies négatives qu'il pourrait y avoir. Et troisième partie, du coup, je voudrais aborder la question de comment se protéger face à ces énergies et comment les transformer. Alors déjà, il faut rappeler que tout est énergie et la vie ne connaît aucun vide. Donc si on vient retirer en Reiki une énergie négative, c'est important de remettre une énergie positive à la place pour vraiment combler la faille qui a été ouverte et pour vraiment se protéger au maximum. Et il faut aussi le souligner, l'entretenir cette énergie positive, parce que c'est bien beau de se dire ok, là on a enlevé une énergie qui était néfaste, on a remis du positif, mais si derrière en fait on reste dans un schéma négatif soi-même, ben, en fait l'énergie elle va revenir comme avant. Alors il y a plusieurs manières de se protéger, déjà par la visualisation, donc c'est tout simple, mais c'est vraiment efficace pour l'avoir déjà testé. Et du coup on peut imaginer en fait une bulle de lumière autour de nous-mêmes ou même des lieux. Vraiment imaginer soit soi-même, soit son lieu de vie, pourquoi pas, avec vraiment une lumière blanche ou dorée, ou en tout cas qui résonne avec nous, avec vraiment cette intention de protéger. Je ferai juste une petite ajout, c'est qu'on peut le faire pour soi, pour notre lieu de vie, mais on ne le fait pas pour une autre personne ou un animal, sans son accord. Parce que j'ai des gens qui se promènent en sauveur et qui disent,
moi je dirais qu'il faut quand même le raccord. Moi j'aimerais pas qu'on s'amuse à faire ce genre de truc. Voilà, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. C'est comme je dis, c'est comme si vous pratiquiez le magnétisme ou même l'ostéopathie, n'importe quoi. Vous croisez quelqu'un dans la rue, vous dites tiens le monsieur là il a l'air d'avoir mal au dos, je vais le remettre. Là non, en fait, en énergétique on fait pas ça non plus. C'est tout. Donc voilà, c'est vraiment prendre conscience que même si l'intention de base elle est peut-être bonne, il y a des choses qui se font et qui se font pas. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis parce que dans l'intention, justement, c'est vraiment important de se questionner sur nos intentions profondes et justement de savoir différencier est-ce qu'on est vraiment dans le don de soi, dans de l'amour à l'état pur, ou est-ce qu'on est dans le syndrome du sauveur. Et là, justement, on n'est plus du tout sur la même fréquence. Parce que là où il y a syndrome du sauveur, il y a forcément une souffrance en soi qui demande guérison. Et en fait, on n'a pas à projeter sur l'autre nos propres souffrances. C'est aussi important d'être dans des énergies hautes. Alors en énergie haute, on a l'amour, on a la compassion, la gratitude, la joie. Et en fait, toutes ces énergies-là, ces émotions, elles nous protègent de la négativité. Également le fait d'être en conscience de soi. Alors ça, c'est peut-être pas évident, mais d'essayer d'être dans l'observation de soi et de se poser la question, qu'est-ce que ces énergies, en fait, elles viennent réveiller chez moi? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui n'est pas encore guéri, pardonné ou apaisé? Parce qu'en fait, il faut savoir que si on est impacté par les énergies d'un lieu, c'est forcément qu'il y a une faille en nous qui résonne avec elle. Donc c'est en fait pour moi une invitation aussi à travailler sur soi. Et en fait là on devient, je pense, vraiment maître de soi et là on est moins dans le fait de subir les énergies. Il faut se poser quand même beaucoup de questions. Ouais, je vous l'accorde. En fait, notre but aujourd'hui, il y avait les animaux, mais il y avait un peu pour tourner la tête. Et du coup, oui, donc je vous disais, travailler sur ces blessures par des thérapies psycho-émotionnelles qui, pour moi, prennent vraiment en compte l'être dans sa globalité. Donc, on englobe autant le physique que le psychique que l'émotionnel. Pour moi, si on commence à dissocier les trois, c'est que forcément, il y aura une pièce manquante dans l'équation à un moment donné. Donc, moi, ce qui résonne pour moi, mais après, ça n'engage que moi, il y a la kinésiologie, il y a le Reiki, bien sûr, mais il y a aussi l'hypnose ou toute autre méthode qui pourrait convenir à chacun. Il y a que l'acupuncture. Oui, aussi. Ouais. De toute façon, je pense que tout est plus ou moins complémentaire en fonction de vos ressentis. Si vous êtes appelé vers une forme de médecine en particulier, c'est que forcément, vous avez un besoin pour ça. Et puis la bonne nouvelle quand même, je voudrais vous rassurer, c'est que en travaillant sur soi, on guérit des blessures et cette blessure en fait elle est transmutée et puis elle nous nourrit en fait. Alors que ce soit nous humains ou les animaux, c'est la même chose. Et en fait en gagnant en énergie, on est davantage protégé forcément. Donc tout travail de guérison personnelle est désagréable, je vous l'accorde. Je suis bien placée pour le savoir. Mais c'est pour moi primordial pour avancer et puis pour gagner sérénité et bien-être, mais sans pour autant se dire il faut que je fasse ou se presser pour faire les choses. Donc c'est là où j'appelle à votre bienveillance envers vous-même pour apprendre à vous écouter, aller à votre rythme et même si on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, on avance quand même. Voilà. J'ajouterais aussi que ce travail il est en premier lieu pour vous, parce qu'il faut le faire pour vous. Il a des bénéfices forcément pour vos animaux, mais surtout il a des bénéfices aussi pour vos enfants, vos petits-enfants ou ascendants. Voilà, parce qu'en fait finalement quand vous portez une guérison sur une blessure de vie, c'est possible que ce soit quelque chose qui se répète de génération en génération et vous allez libérer toute une famille. Ça c'est quelque chose de... Donc ne vous dites pas je porte ce truc en moi, je le garde, je le ligote, aussi douloureux soit-il. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants, vos petits-enfants. Voilà. Et pour tous les êtres humains, exactement. Voilà. Mais c'est évident que c'est pas... Moi j'ai des fois des gens qui disent ah mais les soins Reiki, c'est pas un massage bien-être. Non. Non, les soins Reiki, ça vous fait bosser, ça relève des choses pas cool.
ça lui fait avancer. Voilà, donc si vous voulez du massage, il y a tout un tas de choses, mais ne faites pas le Reiki pour le moment. Je te laisse à nouveau la parole. Et puis du coup, la dernière manière, à mon sens, de travailler sur les énergies, les protéger, se protéger et les transformer, forcément, c'est les nettoyages énergétiques de lieux dont parlait Aline, parce que pour moi, on a beau bosser sur soi, en fait, les énergies du lieu, elles sont quand même là, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, il n'y a aucune limite pour moi, à moins que tu me contredises, Aline, au nettoyage des lieux. Donc ça peut être vraiment nos maisons, nos appartements, les lieux professionnels avec accord des personnes. Les terrains. Oui, les terrains vierges. Ouais. Les terrains vierges, je dis, il n'y a rien. Ouais. Comme si on était les premiers habitants sur Terre. Ah oui. C'est ça. Tous les lieux collectifs, en fait, tout peut être nettoyé. Et voilà, donc... comment tu dis? Moi, je fais souvent ma voiture. Oui, aussi. J'ai d'ailleurs une anecdote par rapport à une voiture. Alors je pense que ça va vous parler. Parasitage des objets, je fais un petit aparté. D'une voiture toute neuve, en tout cas plus ou moins neuve, voilà, en bon état, qui tombait toujours en panne. Et entre guillemets, c'était plutôt étonnant parce que le monsieur qui avait cette voiture, qui était donc le mécanicien de métier, donc avec 30-40 ans d'expérience, ne comprenait pas la panne. Alors il a tout fait. Il a tout fait, tous les... Bah ouais, mais il y avait un petit bonhomme, un petit Gubus pas sympa qui s'était infiltré qui touchait tous les boutons. Donc moi j'ai travaillé sur cette voiture. Et après, l'origine de la panne a pu être rendue visible. C'est-à-dire qu'avant ça, il avait amené la voiture pour faire des mesures très concrètes, très physiques. Il n'y avait rien. On a fait le nettoyage, il y avait un vrai problème. Un petit bonhomme qui touchait à tous les boutons. Le monsieur a ramené après du coup le véhicule, ils ont refait les mêmes mesures et là la panne elle était détectée. Il y avait un filtre énergétique qui bloquait la transmission. C'était à la fois une panne physique et énergétique. Et du coup en conclusion, moi je dirais que prendre soin de nos intérieurs, c'est vraiment prendre soin de soi. Parce que nos lieux de vie, au final, c'est vraiment une prolongation de nous-mêmes. Et nettoyer, prendre soin et protéger nos lieux de vie, c'est agir en conscience pour soi et même pour les autres, je dirais. Et également agir pour le bien-être de nos animaux. Et donc, je terminerai justement par ça, c'est que les animaux, ce sont vraiment des alliés précieux au quotidien. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus. Ils ont chacun des compétences propres à leurs espèces. Et ils accomplissent des missions envers l'humain qui sont souvent ignorées ou en tout cas pas mises en lumière. Mais en fait, ils travaillent vraiment, ils font un travail de fou en fait pour nous et pour nos lieux de vie. Et en fait, travailler sur nos lieux de vie, c'est pour moi une manière de les remercier et puis d'agir avec eux en fait pour un mieux-être. Et du coup, je citerai juste en dernier lieu la phrase d'une minette pleine de sagesse qui me disait que le nettoyage énergétique des lieux et toute la prise de conscience autour des énergies des lieux, c'est une manière d'honorer les animaux au quotidien. Et elle me soufflait que quand les animaux sont partis, donc quand ils quittent cette terre, le fait de travailler, de continuer dans cette voie, c'est une manière aussi de leur rendre hommage pour tout le travail qu'ils ont accompli. Donc en fait, il y a vraiment cette notion d'infinité parce que quand ils sont encore avec nous, travailler sur les lieux, ça les honore au quotidien. Et quand ils sont partis, on leur rend hommage en continuant ça. Donc en fait, c'est une manière de me dire, là on travaille sur les lieux, mais une fois que je serai plus là, continue parce que ça me rendra hommage. Donc j'ai trouvé ça très très beau. Et puis du coup là, c'est des phrases de mes animaux guides, donc qui veulent apporter leur petite contribution à ce thème qui me tient à cœur. Voilà. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Oui. Je sais que les humains, il y a beaucoup d'entités du bas astral qui peuvent s'accrocher aux humains, et je me sens si sur les animaux c'était aussi le cas ou pas. Oui. Oui, parce que j'ai eu des cas justement en communication animale où les animaux, en fait, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'était mes premières communications de ce style-là. Donc je l'ai compris après coup, mais des animaux qui étaient parasités vraiment par des énergies très négatives du bas astral.
Et en tant qu'humain, comment vous voir un petit peu le pouvoir ou pas? C'est compliqué de répondre. Moi, je dirais quand même que la communication animale déjà permet vraiment d'aller cerner déjà au niveau énergétique ce qui se passe. Et puis, par exemple, moi, la communication animale où le chat était vraiment parasité par du bas astral, en fait, je le sentais très loin et il n'arrivait pas à me transmettre des messages. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui faisait barrière entre moi et lui. Et donc là, du coup, moi, je me suis servi du Reiki justement pour balayer un peu tout ça. J'ai fait une communication animale avec lui quelques jours après, c'était déjà plus fluide, mais c'était pas encore ça. Et en fait, il m'a fallu peut-être 3 coms pour arriver à avoir accès vraiment à lui, quoi. Mais si je l'avais vu comme ça, de visuel, j'aurais pas forcément compris ce qui se passait. Il faut quand même un œil avec l'expérience. Mais je compléterai quand même parce que c'est finalement ce qui nous mène aussi à parler de ce thème-là, c'est que les animaux étant sensibles, un animal qui est parasité, il aura de toute façon à un moment donné un problème de santé ou comportement. C'est rare que ça soit comme ça et qu'on ne voit rien. Et du coup, dans les thématiques santé-comportement, on peut être amené justement à parler des problématiques sur les lieux, parce que l'animal, le corps ne suit plus, il développe une maladie, l'émotionnel, le psychique ne suit plus, l'animal va développer un problème de comportement. Et nous, humains, on va avoir le problème de comportement, mais c'est déjà un point de départ. Donc je pense quand même qu'un animal qui a vraiment ces problématiques-là, il aura un souci. Après, à nous aussi de les cerner. Je veux juste faire une petite parenthèse sur les chats qui ont des insuffisances rénales. Alors, je ne ferai pas de généralité à 100%, mais une grande majorité de ces animaux, souvent, quand on se connecte à eux, les insuffisances rénales sont liées à des missions de vie d'animaux qui travaillent sur les lieux et qui filtrent au niveau des vessie et des reins. Et d'en avoir conscience, ça peut permettre de les accompagner par un travail énergétique sur les lieux, en les soulageant, parce que c'est un travail très lourd, très lourd. Et c'est vrai qu'on a, alors une fois encore, on ne fait pas de généralité, mais d'un point de vue statistique, il y a quand même de forts liens avec ces pathologies-là. D'autant plus si vous avez un chat noir, je me permettrai de le préciser. D'autant plus. Ou écaille de tortue. Je vous donne la parole. Oui. Est-ce que le suicide existe chez les animaux? Le suicide? C'est une très bonne question. Merci pour la question. Parce que moi, ça m'a arrivé il y a un renard, il y a quelques mois en arrière, qui s'est mis sous mes roues, j'ai pas pu l'éviter. Et puis il y a un chalut comme ça. Ça existe. Ouais. Justement, je parlerai de ce chat de la SPA, de la maison des chats dont je parlais, donc aussi, qui avait vécu vraiment des expériences très négatives donc avant d'arriver à la maison des chats. Et en fait, sur le coup, moi, j'ai pas compris son message. Et du coup, en fait, c'est là où j'en viens, où il faut travailler sur soi, parce que des fois, ce que l'animal nous transmet comme message, on n'est peut-être pas forcément prêt à l'entendre, parce que ça vient réveiller des choses sensibles en nous, dont l'euthanasie. Et moi, j'avais par exemple l'idée qu'un animal en bonne santé physique, il n'avait aucune raison de se faire euthanasie. Donc, il s'est passé plein d'événements qui ont conduit à son euthanasie, parce qu'il avait volontairement attaqué un autre chat de la maison des chats qui a précipité son décès, son euthanasie. Et donc j'ai refait une communication animale avec lui donc après son décès pour voir si déjà il était en paix. Et il m'a expliqué que justement, c'est pas parce qu'il était en bonne condition physique qu'il avait envie de vivre. Et il m'expliquait que, alors ça vaut pour tous les humains, mais aussi pour les personnes qui travaillent ou qui font du bénévolat dans les associations de protection animale. On se focalise souvent sur le bien-être physique de l'animal, mais on oublie un petit peu ce côté émotionnel ou psychologique qui font partie intégrante de leur bien-être. Et moi, il m'expliquait qu'il était vraiment mal et il voulait partir. Et en fait, moi, à ce moment-là, je n'ai pas su l'entendre. Donc après, il a fait les choses en fait sans moi, quoi. Enfin, il n'a pas attendu que je comprenne le message et il s'est débrouillé tout seul pour faire ce qu'il sentait qui allait l'amener à l'euthanasie. Mais il m'a expliqué que du coup, son euthanasie avait été choisie. Là où, en fait, il y a eu beaucoup d'émules
au sein de l'association. Donc les personnes pour l'euthanasie, les personnes contre, enfin voilà, il y a eu quand même un conflit là-dessus. Et moi, il m'expliquait qu'en fait, un animal, il a le droit de choisir de partir et c'est son libre arbitre. Et qu'on soit en mesure de l'accepter ou non, c'est le cas. Et donc lui, ça a été vraiment une prise de conscience que j'ai eue, de me dire, c'est pas parce qu'il est en bonne santé physique qu'il aurait peut-être pas envie de partir. Et ça a été son cas à lui. Et donc il a amené vraiment une prise de conscience des humains en général, et vraiment des personnes qui sont en contact d'animaux, à considérer ne serait-ce que cette possibilité-là, de les laisser partir, même si physiquement il va bien. Est-ce qu'il avait fait quoi? Alors, pour être euthanasié, il avait attaqué un autre chat à la gorge, mais de manière très sanglante. Et du coup, ça en est sorti? L'autre chat, oui. Je suis pas sûre. Et peut-être qu'il était enfermé, du coup, il ne pouvait pas aller sous une seconde. C'est l'autre moyen de mettre C'était sa seule issue, en fait. Pour lui, c'était sa seule issue de pouvoir quitter cette terre. Et il m'expliquait que pour cette vie-ci, il avait fait le tour, il avait vécu trop de souffrance, il voulait vraiment passer à autre chose, donc c'était son seul moyen de sortir. Il y a un animal sauvage, ça pourrait être quoi en fait? Je pense. C'est une question. Ça peut être plein de choses, ça peut être qu'il est en train de développer une maladie par exemple, et finalement il a décidé qu'il ne veut pas la vivre. Moi j'ai eu le cas d'un chien, donc une dame elle a dû faire euthanasier son chien, mais c'était pas par choix, c'était un gros Saint-Bernard qui a mordu en fait son mari, alors qu'il n'a jamais eu de problème, sauf que ça s'est su dans le voisinage et en gros les voisins ont fait pour que ça se sache et qui les poussent à faire les démarches pour faire euthanasier le chien. Donc voilà, règlement de compte. Et donc cette dame, elle a tout essayé de faire pour éviter l'euthanasie, le placer, enfin elle a tout fait, elle a tout remué, tout était bloqué, ça ne devait pas. Donc le chien a mordu le mari, après ça il était tout penaud, voilà, comme s'il était pleinement désolé de ça. Et donc ils n'ont pas eu le choix, ils l'ont emmené euthanasier et bien évidemment la dame s'en est jamais remise. Et 5 ans après, chaque fois qu'elle en parlait, elle pleurait avec sa culpabilité. Donc elle me demande une communication. Le chien n'est pas monté dans la lumière en m'expliquant non pas que lui ne va pas bien, mais que ça fait 5 ans qu'il essaie de contacter son humaine pour lui expliquer pourquoi les choses se sont passées ainsi. Et il me montre qu'au niveau donc, de son intestin, il y avait un cancer qui était en train de se développer, c'était très léger et il n'y avait pas encore de signes physiques, mais il sentait que ça allait être très dur à vivre et que, oui, comme tout bon humain que nous sommes, nous allons mettre en place des soins et des choses, mais que lui, il ne voulait pas du tout expérimenter cette maladie. Et ce qui s'est passé, c'est que ce gros loulou, il se promenait toujours dans le village avec une autre chienne. Et l'autre chienne lui a dit, tu sais quoi, quand on est un gros toutou comme toi, si on mord les humains, il y a de fortes chances que nous endormons. Et donc j'explique à la dame ce processus-là. Donc ce chien était bien désolé d'avoir mordu le mari, qui n'était bien pour rien, finalement, c'est tombé que c'était sur lui. D'où le comportement désolé avec le mari après. Et donc j'explique ça à la dame, elle me dit, mais la chienne, je vois très bien qui c'est, on voit qu'elle est très maligne, voilà, elle a de la ressource. Et donc voilà, donc il y a eu besoin de cet accompagnement-là pour comprendre le pourquoi. Et j'expliquais que non, ça n'avait rien à voir avec eux, ils ne voulaient pas vivre cette maladie. Pourquoi il a choisi de voir quelqu'un qui l'aime? Parce que peut-être parce que c'était la première personne qui était là et qu'aussi ce monsieur il allait peut-être pouvoir comprendre finalement un jour. Voilà. Mais après c'était pas une blessure catastrophique non plus, mais le fait est que c'était un gros chien qui était en divagation souvent et voilà. Donc c'est pour vous dire que les communications avec les animaux décédés permettent aussi de comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi. Voilà, je fais un petit écart sur l'euthanasie, le suicide, toutes ces choses-là qui existent chez les animaux. Oui. Est-ce que les animaux, ils arrivent aussi à vivre pour eux ou juste pour eux? Est-ce qu'ils arrivent à profiter aussi de leur vie? J'ai envie de dire que c'est un gros défi pour eux. Beaucoup se sacrifient pour les humains parce que la plupart ont des missions envers l'humain ou envers un lieu, peu importe. Mais je pense qu'un gros défi de l'incarnation en tant qu'animal, ça va être de ne pas s'oublier, de ne pas vouloir trop sauver l'humain, de ne pas vouloir trop éponger, de trouver finalement un relais entre
accompagner mais pas sauver. Et on a des animaux qui clairement partent parce qu'ils ont voulu beaucoup prendre, ils sont en accord avec ça. Et moi j'ai déjà fait des communications, je pense qu'il faut savoir à qui je fais référence, avec des animaux, un chat en l'occurrence, qui une fois décédé a dit je vais me réincarner, mais alors cette fois je ne prends pas autant. Hein, parce que un peu de vacances, c'est un peu l'idée. Donc oui, ils ont aussi à apprendre, après ça dépend aussi de leur capacité, chacun a des capacités différentes, donc voilà, l'impact est différent aussi. Vous avez des choses à dire? Par rapport à ça, merci, j'ajouterais juste un truc. C'est que des fois, justement, quand ils sentent qu'ils commencent à trop prendre, des fois ils peuvent se mettre un peu en retrait ou par exemple fuguer. Et justement, récemment, j'ai eu une communication avec un chat qui a fugué. Et en fait, c'est ça, le chat, il m'a clairement fait comprendre que là, pour l'instant, il en avait assez. Et que voilà, il fallait un peu de temps pour lui, pour qu'il arrive à se remettre, à se nettoyer un peu et ensuite revenir vers son gardien. Donc là, du coup, moi, j'ai pu l'aider en Reiki. Lui expliquer un peu aussi comment lui se protéger pour pas tout prendre de front. Et du coup, bah, voilà, gentiment qu'il puisse prendre un peu ses limites à lui pour pouvoir continuer sa mission vers son gardien, mais pas non plus tout se prendre sur lui. Oui, moi je trouve une petite information, on a parlé du suicide de la faune sauvage. Je rajouterai juste ce complément-là, c'est qu'on voit surtout ça chez les passereaux, ouais. Les passereaux, où ils se mettent en couple très jeunes, et dès le moment où l'un des deux décède, que ce soit normal naturel ou pas, l'autre va quasiment systématiquement se laisser mourir pour accompagner l'autre et pour rester avec lui, parce qu'il ne peut pas rester sur le plan physique seul. Ok. Voilà. Ton expérience est intéressante du coup auprès des animaux sauvages parce que je l'ai rencontré souvent. Okay, ouais. Souvent chez les charbonneries aussi. Ouais. Si la faune meurt, le mâle souvent se laisse aller et il se laisse décoller tout seul à se rappeler. Moi j'ai eu un cas un peu différent, mais puisqu'on parle de faune sauvage, j'ai sous ma maison un nid de petits moineaux, donc j'avais les deux parents. Et puis un matin, on voit la femelle tapée par une voiture. Donc on voyait toujours le papa qui faisait les allers-retours, il y avait donc plusieurs petits dans le nid. Et le lendemain matin, on a trouvé un petit par terre. On s'est dit on va essayer de le remettre, enfin bref, on va essayer de faire comme on peut. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Le petit, on le remettait, il le refaisait tomber alors qu'il était plein de vie. Ce petit oiseau, je me dis mais punaise, il tombe, je sais pas quoi, il tombe, il a rien, il est plein de vie. Bref, donc ce petit oiseau, on n'a pas pu l'aider, il est malheureusement décédé. Et donc le papa, en communication animale, m'expliquait que finalement la maman est décédée, lui, il ne pouvait pas subvenir aux besoins du nourrissage de tous les petits. Et qu'en gros, il fallait faire un peu un choix. Donc quand j'ai demandé est-ce que le petit il a sauté tout seul ou est-ce que tu l'as poussé, en fait la réponse c'était les deux. C'était que finalement il fallait qu'il y en a qui vivent, que certains vivent. Ce petit là, même si moi je me dis c'est pas juste, il est plein de vie, on sent qu'il a de la force, il m'a dit justement parce que dans la nature finalement un animal qui se montre trop, qui est trop exubérant, il se met parfois en danger. Il y a un équilibre entre être trop trop peureux, et du coup l'animal ne va pas chercher de nourriture, ne va pas se reproduire, et un animal qui se met en danger. Et donc le moineau m'expliquait, il faut un juste milieu. Et cet oiseau-là, il n'avait pas les capacités de survie, donc de toute façon, à la sortie du nid, de vouloir aller partout trop tôt, il se serait fait manger par un prédateur. Donc il a choisi, avec l'accord de ce petit qui est mort, voilà, c'est une aparté sur tout ça. Est-ce que des fois, il ne demande pas l'accord? Chez certaines espèces, oui. Ouais, Chez les renards, le mâle peut voir le père en tout cas peut voir un mâle comme un concurrent direct et va le tuer pour éviter qu'il y ait un conflit plus tard ou que lui perde sa place dans le famille. Et si un animal mange un autre, est-ce qu'il demande l'accord? Enfin, je pense que des fois non. Alors là par contre je ne pourrais pas répondre à cette question. Oui, en général, et c'est valable pour nos chats domestiques, pour lesquels on est souvent bien triste qu'ils aient attrapé une petite mésange ou un petit rouge-gorge, mais dont on se moque pas mal de la petite souris ou du mulot, au passage. Et souvent, il y a une raison du pourquoi cet oiseau-là, pourquoi cette souris-là. Et la communication animale nous apprend que c'est très rarement un hasard. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses avec mes animaux sur justement, ils nous ramènent de temps en temps des
J'ai encore vu il y a quelques jours un petit lapin en bas de ma porte, un petit lapin sauvage, décédé. Pourquoi? Voilà. Il y a des raisons à ça, c'est pas un hasard. Et nous humains, on va juger le chat parce qu'il détruit la faune, il détruit les oiseaux. Alors certes, d'un point de vue humain, il le fait. Mais en tout cas, moi, ce qu'ils m'ont transmis, c'est que si l'humain n'avait pas tout détruit, l'équilibre serait autrement. Il y aurait d'autres prédateurs qui seraient chargés de réguler les souris, les oiseaux, etc. Que nous, on ne verrait pas ce travail-là. Sauf qu'il n'y a plus rien, on détruit tout. Qui prend le rôle de régulateur? Qui prend le rôle de manger les animaux qui sont malades? Et quand je dis malade, c'est sur le plan physique, énergétique ou émotionnel. Donc la souris en pleine santé, l'oiseau en pleine santé qu'on voit avec nos yeux, il est peut-être malade autrement. Qui prend ce rôle-là, si ce n'est le chat domestique? Et le chat domestique, il a accepté cette mission de vie. On lui donne ce mauvais rôle, mais finalement, le mauvais rôle, c'est peut-être nous qu'il faut questionner. Donc voilà, c'est tout un questionnement, et je dirais à l'inverse, mais après on va arrêter parce qu'on va sortir du cadre, je dirais à l'inverse que moi mes chats m'ont déjà amené des oiseaux qui étaient souffrants physiquement sans les blesser, pour que je les amène dans un centre de soins. J'ai pas voulu y croire, je me suis dit, ils ont attrapé un oiseau, qu'est-ce qu'ils sont allés faire, nanana. Et en fait un de mes chats m'a expliqué que non, le jeune pigeon que j'avais dans les mains, il était malade et que du coup ils avaient voulu l'aider en l'apportant vers moi pour essayer de le faire transférer dans un centre de soins. Mais le petit pigeon a pris peur, donc s'est affolé, etc. Donc je l'ai transféré dans un centre de soins, ce petit pigeon. Et donc ils font des prélèvements, alors ça, ils sauront plus dire que moi. Bref, ils ont fait des prélèvements, savoir s'il n'était pas malade, etc. De la reconnaissance de l'individu à la légitimation de son consentement. Notre société commence peu à peu à admettre et reconnaître une conscience animale. Faire entendre la voix animale à travers la communication animale, c'est faire grandir l'idée d'une conscience animale non seulement collective, mais individuelle avant tout. Faire entendre la voix d'un individu, quelle que soit son espèce, c'est contribuer à faire émerger de nos consciences cette notion d'individualité de l'animal. La prochaine voie sera d'ouvrir le chemin à la notion de consentement des animaux. Considérer une possible autre opinion que la nôtre, c'est déjà faire place au consentement. On parle d'animaux, on parle d'humains. La notion de consentement, c'est quelque chose qui est souvent évoqué dans nos sociétés, mais peut-être pas assez, et encore moins pour les animaux. Donc on aurait aussi envie d'aborder ce thème-là, parce que finalement, la communication animale, c'est d'abord ça. On aborde la notion de consentement, peu importe les thématiques dont on parle. Mon animal est-il d'accord pour être stérilisé? Alors là, je sais que ça ne va pas plaire, c'est pas grave, je le dis. Est-il d'accord pour être opéré, euthanasié? En général, la plupart des gens vont être d'accord que un animal qui est souffrant, il faut le faire euthanasier. Il y a des animaux qui vont vous dire non. Moi, j'ai déjà eu un cheval qui m'a dit je souffre physiquement, mais là, si vous m'euthanasiez, en gros, prochaine vie, je me retape le même truc. Sauf que ça fait 15 ans que je me tape une maladie inflammatoire des tendons. J'ai réussi à aller jusqu'au bout de cette incarnation qui était dure, donc laissez-moi vivre ça, parce que je ne me retape pas 15 ans de la même vie. En gros, c'était ça. Son humaine a été au top, le départ a été super, mais il ne voulait pas être euthanasié. Donc il y a cette question-là. C'est son histoire à lui, je ne suis pas en train de faire de généralité. Est-il d'accord pour être stérilisé? Alors, là-dessus, c'est pareil. Nous, en tant qu'humains, et d'autant plus dans les associations de protection animale, on se dit, il y a plein de chats ici. Il y a plein de chats, ils ont du coryza, ils ont des maladies. Il faut stériliser. C'est normal de penser ça. On veut réduire cette souffrance. Mais ce qu'on se demande rarement, pour dire jamais, c'est pourquoi ces animaux, ils sont là. Pourquoi ces animaux, ils sont ici et pas ailleurs? Alors vous allez me dire, parce qu'on les nourrit. Non, mais il y a plein d'endroits où il y a des animaux et on ne les nourrit pas. Souvent, très souvent, les zones où il y a beaucoup de chats errants, en l'occurrence, c'est des zones où il y a des gros problèmes énergétiques. Ça rejoint la partie d'Élodie. Ces chats, ils ne sont pas là par hasard, par magie, ils sont tombés là et tralala. Je vais vous parler d'un exemple vers chez moi. Ça fait 5 ans que j'habite en Bretagne, dans une certaine zone. Depuis le départ, il y a un endroit où il y a toujours des chats. Et quand je dis toujours des chats, ça a été les chats errants, ça a été les miens, ça a été les chats des voisins. Peu importe, il y a des chats. Et
les chats de mon village avaient expliqué, mais en fait, les humains, vous pouvez enlever des chats. Il y en a d'autres qui vont revenir, tant que le problème n'est pas réglé. Il y en a d'autres. Et moi, j'ai eu une minette dans mon village qui, justement, a fait des chatons, et je la trouvais petite. Je lui ai dit, est-ce que tu as besoin d'aide? De quoi est-ce que tu as besoin? Parce qu'elle était venue à la porte, et je voyais qu'elle avait faim. Je lui ai donné à manger. Je lui ai dit, de quoi tu as besoin? Et elle me dit, je ne veux pas qu'on retire mes petits, je ne veux pas être stérilisée, parce que là, si on n'a pas mes 3 chatons en plus, tout le groupe de chats ne peut pas gérer cette zone énergétique, et l'impact est très lourd pour les chats. On a besoin de chats en plus. Et elle m'a dit, mes chatons vont être noirs, parce que mes chatons vont travailler sur le lieu. Moi, je ne les ai pas vus au départ, puis maintenant, je les vois crapahuter. Donc, en fait, alors c'est là où ça, vous voyez, ça ouvre des possibles. Dans le concret, c'est très dur à mettre en place, mais je veux juste amener ce questionnement. Qu'est-ce qui se passerait si on prenait conscience des zones qui sont polluées, qu'on faisait en sorte, à notre échelle, chacun comme on peut, et ça part de nous, avec ce qu'a expliqué Guy, ça part de nous, faire attention à ce qu'on véhicule au quotidien, pour ne pas charger les endroits. Qu'est-ce qui se passerait si ces animaux, on les aidait finalement à nettoyer ces lieux? Moi, je sais ce qui se passerait. C'est que sur les 10 chats qui sont là, peut-être qu'il en resterait 1 ou 2. Parce qu'il n'y aurait plus besoin qu'il y en ait autant. Et sur ce groupe de chats, au lieu de se dire, on prend tout le monde parce qu'on veut sauver tout le monde, parce que c'est une bonne intention, parce qu'on voit avec ce filtre-là, si on se disait, ok, il y a 10 chats, lequel a envie de rester là? Lequel veut faire ci? Lequel veut faire ça? Et là, je vais faire référence à des sauvetages qu'il y a dans les refuges. Ce qui se passe parfois quand il y a des saisies assez importantes d'animaux sur des syndromes de Noé, par exemple, il y a des animaux pour lesquels on ne peut pas les sauver. Il y a quelque chose où ça ne va pas. Où l'animal, on le prend en refuge, mais on n'arrive jamais à lui trouver une autre famille. Parce que peut-être son chemin n'était pas là. Vous voyez? Et par contre, il y en a d'autres, moi j'ai déjà eu des animaux qui disent, c'est bon, j'ai fini ce travail sur le lieu, j'ai fini cette relation avec cet humain, c'est le moment que je parte. Et là, comme par hasard, comme par magie, cet animal, il a adopté super facilement. Donc je veux juste amener sur ces questions-là parce que finalement, et ça ira sur la partie d'après, on peut parfois, en pensant bien faire plus de mal que de bien. Mais c'est normal, on ne le sait pas. Je suis pas en train de vous dire ça. Moi, la première, je l'ai fait. J'ai fait plein de stérilisations massives d'animaux. Mais avec le recul, je me dis, est-ce que vraiment j'ai toujours fait le bien? Je ne sais pas. Alors, je ne suis pas en train non plus de vous dire que si votre chienne, elle vous dit je veux 3 portées par an, il faut avoir 3 portées par an. Non, c'est pas ça. C'est qu'au moment où on demande le consentement de l'animal, on est dans un dialogue, dans un échange. Et à ce moment-là, l'animal, il sait aussi quelle est notre situation concrète. Et ce qui est possible pour nous. Si l'animal veut des petits, que ce n'est pas possible pour nous, on peut expliquer cette situation, on peut trouver un compromis. Et si dans le pire des cas, c'est ce besoin de maternité ou de paternité, parce qu'on oublie souvent les mâles dans toutes ces thématiques, si on a un animal qui a un besoin viscéral de devenir parent, parce qu'ils ont beaucoup de choses à transmettre à leurs petits, peut-être que le fait d'envisager le placement d'un animal auprès de quelqu'un qui peut accueillir ses petits, peut-être que finalement le parcours il est là aussi. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc en fait c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce que mon animal il veut, qu'est-ce qui est peut-être souhaitable pour lui, et on ouvre un dialogue et on voit ce qui est possible dans le concret. Donc est-il en capacité émotionnelle de partager son lieu de vie avec un congénère? Préfère-t-il une vie d'animal libre ou être recueilli par une association? Les animaux nous enseignent qu'il n'existe pas une vérité générale, seulement des parcours individuels. Refusant tant l'objectivisation que l'infantilisation, leur seule vérité est une demande commune et universelle à tous les animaux, le droit au respect de leur vie, leur parcours et leur aspiration unique. J'ai juste une question. Vous avez parlé d'un pays où il y a beaucoup de chats, c'est pour purifier, aider. Je pense, j'ai jamais eu l'occasion de faire avec des pays où il y a vraiment beaucoup, mais à mon avis, oui. Et les chiens, c'est la même chose? Les chiens, de manière générale, ont quand même plus un rôle d'accompagnement de l'humain, les énergies plus humaines, on va dire ça, simplifié. Parce qu'ils sont plus quand même dans, on dit, tel mec, tel chien. Voilà, c'est quand même souvent vrai. Et voilà. Et c'est donner la place au respect de l'autre, qu'il soit animal ou humain. Considérer l'animal comme un être individuel et bien distinct, c'est le reconnaître dans sa globalité, son parcours de vie, son potentiel inné, mais également ses aspirations. Ces aspirations, qu'elles nous plaisent ou pas, qu'elles aillent à l'encontre de nos valeurs ou pas.
Quelles que soient nos valeurs et notre rapport aux animaux, leurs messages surprennent, parfois dérangent, et nous invitent à sortir des grilles de lecture établies en nous confrontant à ce que nous pensions être une vérité. Alors là, j'ai voulu le transmettre, ça choquera peut-être certains, mais mon tonton, pour ceux qui le connaissent, il n'a pas sa langue dans sa poche. Alors aussi, je pense que cette journée, elle est là pour parler du consentement des animaux, mais la vraie question, c'est que les humains commencent seulement à se poser la question du consentement de la femme, la notion de la place de la femme. Alors, la prochaine étape, c'est peut-être les animaux, mais si on est là aujourd'hui, c'est pour commencer à ouvrir cette voie et cette potentialité. Merci, Ronson. Nous ne pouvons pas prétendre aimer les animaux tout en leur refusant le respect et en choisissant pour eux. On va parler du coup du triangle de Karpman. Coexister, on en a parlé un petit peu, vous n'étiez pas sûr. En tout cas, on a des outils. Ces outils, c'est comme tout, ils peuvent être utilisés en bien ou en mal. Et en bien ou en mal, ça veut dire quoi? On a questionné tout ça dans cette conférence. Quelle va être l'intention de travail avec ces outils? Et moi, j'explique aux élèves qu'avant chaque communication, même quand ça fait 10 ans qu'on fait de la communication, on doit se demander pourquoi je suis en train de faire ça. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on est humain, on a des failles. Moi, j'aime bien dire le diable est dans les détails. Et c'est pas un jeu de mots, c'est une réalité. Voilà. Au début, j'avais envie de poser une question que je trouve finalement le sujet, c'était la distinction entre canaliser les messages des personnes décédées et puis canaliser les messages des animaux. Mais en fait, maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est une question d'attention et de consentement aussi, puisque je me suis aussi questionnée sur le fait de peut-être canaliser les messages des que vous avez employés, c'est ceux qu'on accompagne. Les gardiens. Surtout pas des propriétaires, mais les gardiens. Des gardiens. Des gardiens. Et en fait, finalement, je trouve que c'est pas propos, puisque le thème, c'est centré vraiment notre attention sur l'animal et pas sur la personne. Mais je me pose quand même la question sur qu'à pas avoir avec le sujet, même si je pense en partie connaître la réponse, mais quand on canalise les messages des animaux, est-ce qu'on est capable de canaliser les messages des personnes décédées, par exemple? Et je sais que pour les animaux, du coup, c'est une question marché, avec des personnes dans la famille décédées, et c'est vrai que du coup, même si pour les animaux, je pense que c'est un peu soutien émotionnel. Et je me demandais si c'est pas plus simple avec les animaux, parce que du coup, voilà, l'animal, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas toutes ces défenses et résistances, tout ça caché l'humain. Par rapport à la mort, ou par rapport à la vie en général. De communiquer avec une personne décédée ou un humain, et la différence. Non, ce qui va être, je pense, différent, c'est qu'en proportion, je vais vous donner un chiffre, je dirais qu'en proportion, je pense quand même qu'il y a plus d'humains qui restent bloqués après leur décès que d'animaux. Pourquoi? Parce que nous, humains, on va être plus attachés à la matérialité, à des objets même. Il y a des personnes qui vont refuser de monter dans la lumière parce qu'elles sont attachées à leur voiture. Et ça leur semble, je veux rester avec ma voiture, c'est une réalisation sociale. Je reste attachée à mon entreprise, je reste attachée à mon animal. J'ai déjà eu à mon animal, je parasite mon animal parce que je n'ai eu, et on revient sur notre compassion, je n'ai eu que cet amour. Au moment de décéder, mon seul amour c'est mon animal, qui lui est vivant et je viens le parasiter. Donc en fait, c'est plus que les humains, on va dire qu'en proportion, ont plus besoin de cet accompagnement-là que les animaux, mais il y a des animaux qui ont grand besoin d'être accompagnés sur ces mêmes thèmes. C'est là vraiment la différence. Souvent, quand on communique avec un des chats, il y a un animal qui laisse passer le travers. Okay. Du coup, est-ce que je dois changer de communication ou je dois garder mon chat? Vous pratiquez la communication animale, c'est ça? Moi, j'aurais tendance à dire que ça veut dire que l'animal qui vient a quelque chose à dire, donc peut-être faire une communication avec lui. Est-ce que je faisais une communication? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
j'ai un livre. Une, c'est comment faire pour faire de la communication animale pour pas. Vous avez parlé du Reiki, et le Reiki c'est par rapport à l'universel, l'énergie universelle. Mais comment faire pour pas transmettre nos énergies à nous? Et puis, enfin, moi j'ai déjà fait, bon, c'était du magnétisme, mais la personne elle n'avait pas bien, elle m'a fait un soin et c'est venu sur moi. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui peut se passer dans la communication, si on peut interpréter les choses des animaux. Et en fait, c'est nous. C'est là justement tout le travail, et de faire les choses dans l'ordre et de ne pas vouloir aller trop vite. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai expliqué tout à l'heure que pour moi, les communications avec les animaux décédés, en l'occurrence malades ou en fin de vie, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Par exemple, mes élèves, c'est qu'au niveau 3. Et avant le niveau 3, je demande 1 année et demie, voire 2 ans de pratique. Il y a des personnes qui vont vous dire, bah, vous avez l'outil, vous le faites dès le début. Non, parce que justement, il y a des paliers, il y a des choses de prise de conscience de soi, de son état énergétique, de son état émotionnel, de qu'est-ce que j'en fais, de tout un tas de choses, et tout ça ne s'apprennent qu'avec l'expérience. Et par exemple, les filles, puisque c'est mes premières élèves avec qui je suis honorée, c'était mes cobayes, voilà. Ça va, je peux m'accorder que je suis plutôt fière du résultat. Mes cobayes, ça fait bien maintenant 4 ans plus. Ça va faire 5 ans qu'elles travaillent pour en être là. Donc il y a de très mauvais communicants animaliers, on ne dira pas le contraire. Il y a des gens surtout, je pense, qui veulent aller trop vite. Qui pensent bien faire mais qui veulent aller trop vite. C'est mon avis. Après. J'ai une question, moi. Mais pourquoi le chat veut se débrouiller? C'est-à-dire se débrouiller. En fait, toi, tu avais dit il veut se débrouiller pour attaquer celui qui sort le danger, quoi. Tu me redemanderas, je comprends pas. Tu me demanderas tout à l'heure. Non. Les animaux ne sont pas là pour nous juger sur notre consommation de produits animaux. Par contre, ils sont là pour nous questionner sur pourquoi on le fait. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que une nécessité pour l'un, mais peut-être pas pour l'autre? Qu'est-ce que chacun peut faire à son degré? Ce sera peut-être plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Et toutes ces questions-là, si ça vous intéresse, on les a soulevées dans le PowerPoint, où en fait l'idée c'était que nous toutes, on a posé une intention au niveau du peuple animal au sens très large, que s'il y a des messages qui devaient passer aujourd'hui pour les humains, ça devait passer. Donc en fait on a été sollicités, je crois que c'est vraiment le mot, avec des animaux qui se présentaient à nous, avec des messages qu'ils avaient envie de vous délivrer. Et il y a toutes ces questions de la consommation des produits animaux, parce qu'on a eu la chance de pouvoir faire des communications avec des vaches, avec des poules de réforme. Voilà, donc plein de thématiques comme ça qui sont importantes. Et vous avez les réponses dans ce PowerPoint. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est un projet. On ne sait pas comment ça va se mettre en place, mais on aimerait beaucoup faire un recueil ou un livre pour transmettre ces messages-là. Et parce que finalement, vous verrez que sur ce PowerPoint, on a de tous les animaux, absolument tous, jusqu'aux insectes. Et tous sont importants, ils ont tous des choses précises à nous dire, et même des conseils sur comment adapter nos vies pour être plus en cohésion avec quelque chose de plus grand. Et l'objectif de ce livre, ce serait ça, transmission des messages animaux aux humains, à destinée des humains. Si le projet vous intéresse, on a mis une feuille là, et donc devant l'estrade, où vous pouvez laisser vos coordonnées, votre adresse mail, et en fonction de l'avancée du projet, on pourra vous en informer si à un moment donné vous êtes intéressé par ce livre. Oui, parce que je suis seule, je ne suis pas végétarienne. Voilà. Et elle fait des choses magnifiques. Exactement.
Ben, écoutez, si c'est OK pour vous, on reste disponible si vous souhaitez nous parler en privé. Si vous souhaitez vous rafraîchir dehors, on est disponible. Ça peut.